Salut les amis, aujourd'hui on commence cette vidéo avec une corrélation qu'a le Bitcoin avec l'or. On commence tout de suite et c'est parti, c'est parti. Commençons tout de suite avec le graphique de l'or. Bon, ce que tu as sous tes yeux, tu la connais très bien cette charte, on en parle régulièrement. On l'a étudié en long, en large et en travers. On avait une tasse séance qui avait débuté en 2011 et qui a fini par exploser en 2024, en mars 2024 exactement. On a répété la profondeur de cette tasse d'un point de vue chartiste en sortie de celle-ci. On avait une cible qui était aux alentours des 2009-3000 $ de l'once et on a même dépassé cette cible. Tous les signaux nous amènent à penser que c'est pas le meilleur moment pour acheter de l'or actuellement. Alors peut-être qu'on va encore monter, peut-être que l'or va encore se valoriser à un certain moment, d'autant plus si on a encore de l'incertitude, de la panique, avec de la géopolitique qui serait plutôt complicado avec Trump, les tarifs, l'or pourrait encore grappiller quelques points, mais voilà, d'un point de vue chartiste, on a atteint notre target, on a énormément de divergences baissières, ce genre de biseau, ce genre de charte là, normalement c'est censé, d'un point de vue statistique, redescendre vers le bas. Tout ça pour te dire qu'à un certain moment donné, cette charte, elle va redescendre. On va avoir une correction, parce que là, typiquement, on est vraiment dans une banana zone, là. On est vraiment sur une zone qui est parabolique, et une question qui est intéressante de se poser, c'est lorsque l'or va se dégonfler, quelle sera la réaction du Bitcoin, quelle sera la réaction de la crypto-monnaie en conséquence? C'est une question intéressante, et on va essayer d'y répondre dans la prochaine charte, en considérant, en faisant l'hypothèse que l'or a atteint son top, et que maintenant, il va avoir une correction. Je peux pas te dire si ça sera demain, dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, mais on va partir de ce principe-là. Donc sur ce graphique, tu as les deux courbes qui nous intéressent. En doré, tu as la courbe de l'or, du gold, et la courbe au-dessus avec les chandelles vertes et rouges, c'est la courbe du Bitcoin, tu le connais. Et on a pris l'historique du coup depuis 2015. Bon, et comme tu peux constater, c'est hyper flagrant. C'est hyper flagrant lorsque l'or explose, lorsqu'il vient à atteindre un top, et qu'il entame derrière une correction, on a le Bitcoin derrière qui commence une espèce de zone parabolique. Ça a été vrai en 2016, ça a été vrai en 2020, et suite au rallye haussier de l'or de la banana zone que nous a fait le gold en 2024, il ne serait pas impossible d'avoir une correction de ce dernier et potentiellement qu'on pourrait avoir une répétition de ce qui s'est passé dans l'historique de Bitcoin, dans les marchés à risque aussi, tu l'as compris, à condition d'avoir une géopolitique favorable, à condition que Donald Trump nous laisse un peu tranquille, nous lâche les basques, le Bitcoin pourrait bel et bien profiter de cette rotation de capitaux, d'autant plus qu'on a aussi le dollar américain qui est en train de se dégonfler. Donc je te dis pas qu'on va avoir une espèce de banana zone comme on a eu en 2016, tu vois, je te dis pas ça, mais je pense que c'est pas impossible qu'on ait encore un petit feu d'artifice, qu'on ait encore une étincelle. On a plein de choses qu'on regarde ensemble tous les jours, plein de métriques qui nous amènent à penser que voilà, le Bitcoin a encore du jus dans les pattes, il a encore de l'énergie à revendre et il serait pas impossible d'avoir une petite dernière étincelle. Ce que je suis en train de te montrer là, c'est un truc hyper simple. Je t'ai fait 4 ellipses sur un graphique et finalement tu vois qu'il y a une corrélation qui est directe. Et donc du fait qu'on ait énormément de fluctuations, énormément de volatilité à la hausse comme à la baisse, ça nous amène à être H24 sur nos téléphones, H24 sur nos graphiques, et du coup, on en perd notre bon sens, et des fois, il faut juste se décorréler, faire un petit dézoom sur la situation, et voir des choses simples. Parler avec les mains, je pense que c'est la chose la plus importante dans la crypto-monnaie, ou même dans la finance en général. Bon, et ce que tu peux voir, c'est que je t'ai mis des petites inscriptions, je t'ai mis 2 mois, 2 mois, 2 mois. Pourquoi est-ce que je t'ai mis ça? Parce qu'en fait, lorsque l'or a décidé de faire sa correction, et finalement qui passe en tendance baissière, on peut voir que sur le Bitcoin, on a une latence de 2 mois avant que les capitaux se reversent sur ce dernier. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas un scénario qui pourrait se répéter en 2025 à condition d'avoir bel et bien une correction sur l'or? Et ça va de pair avec le fait que Donald Trump nous lâche les basques, tu l'as compris. Ensuite, on continue avec une seconde petite analyse, un post qui nous a été partagé par Gel, qu'on va étudier ensemble. Comme tu peux le constater, tu as l'historique de Bitcoin avec tous ses cycles. Bon, le cycle numéro 1, ce que tu peux constater, c'est qu'entre le bottom et le top, on a fait un intervalle de 742 jours. Le deuxième cycle, 847. Le troisième, 1064. Et donc l'idée, c'était de se poser la question. Ok, on constate bien que les cycles deviennent de plus en plus longs. Donc jusqu'où est-ce que le Bitcoin pourrait aller en suivant cette tendance où les cycles s'agrandissent? Je t'ai fait un tableau hyper simple. On n'a pas autant de data que pour le Nasdaq ou pour le S&P 500, mais ça permet quand même de voir, d'essayer de déceler une certaine tendance de fond. Comme tu peux le constater, tu as sur la deuxième colonne le nombre de jours, l'intervalle entre le bottom et le top de Bitcoin. Sur la première colonne, tu as le numéro du cycle et la troisième, tu as l'allongement du cycle. Donc l'augmentation de jours par rapport au cycle N-1. Tu m'as compris. Donc le cycle numéro 2 s'est allongé de 105 jours. Le numéro 3 s'est allongé de 217 jours par rapport au numéro 2. Et le cycle numéro 4, de combien est-ce qu'il va s'allonger? C'est une question qu'on a le droit de se poser. Malheureusement, on n'a pas assez de data pour essayer d'avoir une équation
finalement qui nous permettrait d'avoir une prévision du potentiel futur allongement. Et c'est vraiment dommage parce que je connais un logiciel du coup qui permet de faire ça, c'est StatGraphic. Je sais pas s'il y a des ingénieurs qui me regardent. Ça permet finalement, avec quelques points, avec un nuage de points, d'essayer de retrouver une droite de tendance, une parabole, une logarithme, etc. Et bien peut-être qu'on pourra le faire dans 10 ans. Toujours est-il que pour l'instant, on n'a que quelques points, mais ce qu'on peut déduire finalement de ces pauvres datas, c'est que chaque nouveau cycle est plus long que le précédent. Et donc est-ce qu'on n'aurait pas une continuité de cette courbe qui nous amènerait potentiellement, je sais pas, à 1250 jours? Est-ce qu'on n'allongerait pas encore ce cycle de 1064 pour 2021 à 200 jours de plus? Donc forcément, ça nous amènerait au-delà de 2025, en 2026, eh bien c'est pas impossible, d'autant plus lorsque tu regardes les corrections qu'on a eues sur le BTC qui finalement n'étaient pas là, n'étaient pas là sur les autres cycles dans le passé, avant qu'on ait les institutions, avant qu'on ait autant d'intérêt pour le Bitcoin, les ETF, pas un coup fin, on avait des ranges, ok? Lorsqu'on corrigeait le BTC, voilà, il chutait, il prenait des moins 30%. Mais, je vais pas te dire instantanément, mais quelques jours après, peut-être 20 jours, 30 jours après, on repartait. Ça va faire bientôt 6 mois qu'on a fait notre ATH et qu'on range, qu'on fait une espèce de correction, que tous les altcoins se cassent la gueule, que tous les nouveaux qui rentrent dans la crypto-monnaie s'en vont parce qu'ils sont dégoûtés. Et finalement, ça fait le bonheur de qui ça? Ça fait le bonheur des institutions qui ont plus de temps pour rentrer en masse, pour les baleines qui peuvent justement lisser leur prix d'entrée. Et qui c'est qui se régale aussi? C'est les exchanges, c'est les market makers qui, eux, font leur pain dans ces moments-là. Ensuite, tu en as entendu parler, on a le projet Mantra dans le RWA qui s'est complètement cassé la gueule. La crypto s'est vidée de 5 milliards de dollars de capitalisation en quelques heures. Donc l'équivalent de 92% est parti, c'est dilapidé en quelques heures. Ça se voit que le token était manipulé un peu comme le font, tu vois, les exchanges avec le BGB. Forcément, c'est un moyen d'attirer un maximum de personnes parce que finalement, le meilleur marketing que tu peux faire pour une crypto-monnaie, c'est de faire monter le token. Voilà. Donc le token OM a complètement dévissé, ça a été un choc extrêmement brutal. Je ne sais pas si sur la crypto brève, il y en a qui en ont. Moi, personnellement, voilà, lorsque je voyais ce mur parabolique, ça sentait la manipulation, ça sentait le market making à plein nez. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne te l'ai jamais présenté. Je t'ai fait plein de top 5, top 4, top 3 des meilleurs cryptos du RWA. Je t'ai jamais présenté Mantra parce que j'étais pas attiré par ce projet. Tu le trouveras pas sur ma chaîne. Donc pour l'instant, on connaît pas le fin mot de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu de la manipulation? Est-ce que le propriétaire, le CEO est parti avec la caisse? Honnêtement, tout le monde connaît la réponse. D'autant plus qu'il y a des mecs qui sont allés sonder la blockchain. Je t'ai partagé d'ailleurs le post sur Twitter. Et on s'est aperçu que finalement, il y avait 17 portefeuilles différents qui avaient déposé 4,5% de la supply totale de la crypto-OM sur des échanges centralisés juste avant le crash. Bizarrement. C'est malheureux et ça fait pas bonne publicité au monde de la crypto-monnaie, au secteur et surtout aux entreprises qui construisent de manière honnête, qui construisent de manière transparente et qui essayent de faire les choses bien. Et en plus de quoi, le crash de cette crypto ne donne pas une bonne image à mon équipe de foot favori. Ensuite, si on fait un petit point sur le BTC, actuellement on est aux alentours des 84 000 $, on est toujours dans l'indécision. Si on veut avoir une inversion finalement de la vapeur, on aurait besoin d'avoir un Bitcoin qui va à minima, tu vois, break les 87 000 $, s'installer au-dessus. On peut pas considérer que c'est réellement un top, tu vois ça. Mais bon, ce serait déjà une première étape de franchie. Ensuite, dans un second temps, tu le sais, la target, elle bouge pas, c'est les 88 000, 89 000 $. On s'installe au-dessus et là, on pourrait se dire, ouf, on a fait quelque chose de bien. On a fait quelque chose de bien. On peut corriger ensuite, faire une petite épaule, tu vois, qui nous permettrait de compléter cette figure qu'on devine finalement, où on a notre épaule, notre tête. Tu vois, on vient clôturer au-dessus. Moi, ça ne me dérange pas de corriger encore, tu vois, parce que je sais que, on pourrait bel et bien construire un épaule-tête-épaule inversée qui nous ramènerait à aller chercher notre ATH aux 108 000 $. Ensuite, une news plutôt sympatoche autour de Donald Trump et les répercussions de sa politique. On a Nvidia qui vient d'annoncer que l'entreprise produira pour la première fois des supercalculateurs Nvidia AI entièrement construit aux États-Unis. Et le tout avec un investissement dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle de 500 milliards de dollars aux États-Unis. Et ça, c'est complètement massif. Trump, il attire énormément de capitaux et ça, ce sera positif à moyen long terme pour les États-Unis. Et dans un second temps, voilà, il faut garder à l'esprit les mecs que l'AI, tu vois, c'est pas fini. Ce narratif, il va encore revenir à la mode. Ensuite, on a le PDG de BlackRock, Larry Fink, qui parie tout sur la tokenisation. Pour ce fameux Larry, la tokenisation, autrement dit les real world assets, ce narratif dans la crypto qu'on regarde régulièrement, c'est l'avenir de la finance, donc on a bel et bien compris le message Larry. Ensuite, je te repartage un post qui a été publié par Max Brown BTC sur Twitter, sur laquelle tu peux voir la charte de Bitcoin en orange en haut, et en bas, la charte qui représente la liquidité mondiale. Ce que tu peux constater,
Eh bien, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu un Golden Cross de la moyenne mobile jaune, là, que tu peux voir, eh bien, ça a lancé un pic sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a eu un Golden Cross finalement de cette courbe de liquidité qui venait exploser vers le nord, que ce soit de l'argent de Chine, des États-Unis, de l'Europe, l'argent n'a pas d'odeur comme on dit, le BTC, boum, il absorbait tout ça. Et donc l'idée c'est de se dire, est-ce que ce Golden Cross vis-à-vis de la liquidité mondiale va amener à avoir un mur de liquidité? Est-ce que les banques centrales vont se mettre à imprimer des billets? Eh bien écoute, c'est ce qu'on verra ensemble, mais ce sera pas au malheur du Bitcoin, bien au contraire. Ensuite les mecs, petite parenthèse pour ZoomEx qui, je te rappelle, nous permet de faire une tombola sur la crypto brève où je vous offre 100 $. On est une petite et puissante communauté, du coup ça te fait pas mal de probabilités de gagner ça. En plus de quoi, lorsque tu déposes 100 $, tu reçois 100 USDT en contrepartie. Plus ça te permet de participer au concours à la roue de la fortune que tu as juste ici. C'est un programme pour attirer un maximum de personnes. Ils veulent s'implanter en Europe et donc forcément ils mettent les moyens. Pendant 16 jours, tous les jours, de manière quotidienne, tu peux venir tourner 7 € et le minimum que tu puisses gagner, c'est 5 $. Le lien est en description. Tu as un petit code de parrainage. Donc vérifie bien que le code de parrainage soit le bon. Lorsque tu es arrivé sur cette page d'accueil, tu cliques sur ma tronche de cake et ça va t'ouvrir une page sur laquelle tu pourras voir une roue de la fortune qui est différente que si tu passais pas par mon lien. Donc forcément, tu as un peu plus de chance, tu as des cadeaux qui sont un petit peu mieux. Donc on a des 500 $, un Ethereum, un Bitcoin, mais on a surtout la chance de participer au Grand Prix de Monaco. C'est un séjour de luxe de 3 jours sur lequel tu vas aller rencontrer les coureurs les plus connus, tu vas aller voir les voitures de près. Enfin, ça doit être vraiment exceptionnel. En plus de quoi aussi, tu peux gagner un voyage pour aller à Miami tout frais payé dans un hôtel de 3 étoiles, je crois. Donc voilà, ZoomEx, ils font du bon travail et en espérant finalement que ce soit une personne de la crypto brève qui gagne ces super prix magnifiques. Donc ça se passe en description de cette vidéo, mon cher ami. Ensuite, encore une nouvelle autour de Donald Trump. Qu'est-ce qu'il nous fait encore? Bon, il a invité le président du Salvador, Nayib Bukele. Et s'il a invité le président du Salvador, c'est pas pour les empanadas ou pour les filles en bikini du Salvador. C'est parce que Nayib Bukele, c'est le premier qui a accepté le Bitcoin en tant que monnaie officielle pour le pays. Ça veut dire qu'au Salvador, tu peux très bien payer ta baguette de pain avec le pesos salvadorien, là, je ne sais pas comment on appelle ça, mais aussi en Bitcoin. En parallèle de quoi, c'est le premier pays qui s'est constitué une réserve stratégique de Bitcoin. Ils font une espèce de DCA sur le long terme, ils en achètent petit à petit. Et donc ça nous amènerait à penser que Donald Trump pourrait préparer un petit coup de Trafalgar, tu vois, avec de l'achat de Bitcoin régulier pour la réserve stratégique des États-Unis. Donc peut-être qu'il demande des conseils à notre fameux Nayib Bukele. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, donc n'hésite pas à me mettre un petit like, un petit commentaire pour me donner la force, à t'abonner si tu ne l'es pas déjà. Rendez-vous demain à 5 h du matin, prends soin de toi, bisous, ciao ciao.